le projet des acteurs du tourisme, c'est d'impliquer davantage la population locale pour justement permettre en fait compte qu'on arrive à trouver un bon consensus. On n'arrêtera pas l'avion, on n'arrêtera pas le voyage, mais on diminuera l'effet de serre et on permettra en fait compte d'avoir une meilleure répartition des richesses. On s'est lancé une ambition très forte, puisque comme tu peux le voir sur ce néon et le nom de cette chaîne YouTube, aujourd'hui on a envie de faire transiter cette image que tu as aujourd'hui d'expert, de garant de notoriété aussi pour des partenaires, mais aussi un point de repère pour les consommateurs. On a fondé cette marque No Risk Travel qui a pour ambition de permettre à la fois aux acteurs du tourisme, mais à la fois aux consommateurs de se repérer plus facilement. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau Classe Affaires. Je suis aujourd'hui accompagné de mon père alias Bernard Sabat, expert du voyage depuis plus de 30 ans. On va découvrir son parcours, ses ambitions et ses enjeux en 2025 et 2026. Bonjour papa. Désolé, pendant le boulot, on dit Bernard, ok? Ah ouais, pardon, je suis désolé. Bonjour Bernard. Bonjour Neil. Alors, comme tu le sais, on va évoquer un petit peu ensemble ton parcours, notamment dans le voyage et ta vocation pour le tourisme. Est-ce que tu peux me dire réellement aujourd'hui comment t'es venue cette vocation-là du tourisme? Alors déjà, tu n'étais pas né, ça c'est important. Je suis parti à l'âge de 20 ans au Club Méditerranée, j'ai fait 3 saisons. L'Espagne, Marbella, l'Italie, Otranto, et puis j'ai vécu au Mexique, à Playa Blanca, donc c'était une expérience incroyable. Et ça m'a donné vraiment le goût du contact avec les clients et de pouvoir parler plusieurs langues, ce qui est devenu vraiment pour moi un vrai besoin, un véritable échange. Et en même temps, ça m'a permis de me dire que j'étais pas si mauvais dans les études, parce que je te rappelle quand même que j'ai raté 2 fois mon bac, donc j'étais plutôt le vilain petit canard à la maison, quoi. Et donc justement, comment tu as pu transiter par le fait que tu n'aies pas eu ton bac, tu as fait un BTS tourisme, comment tu as réussi à... Justement, c'est un repositionnement, comment ça s'est fait exactement? Ah, le hasard fait bien les choses. J'étais DJ dans une boîte de nuit à Bordeaux, très connue. C'était ma passion, la musique. Et donc, celui qui me remplaçait faisait un BTS de tourisme. Et je lui ai demandé comment on faisait quand on n'avait pas le bac. Et j'ai été voir donc la directrice de l'école privée. Et je lui ai dit, écoutez, il faut me donner ma chance. Elle m'a dit, écoutez, alors vous allez faire une année de préparation pour le bac. Mhm. J'ai dit que j'avais pas le temps parce qu'entre-temps, j'ai rencontré ta mère qui était mon amour d'enfance et j'avais une échéance de me marier très vite et de montrer que j'étais Ouais. quelqu'un de bien. Et donc, elle m'a fait confiance et j'ai eu une dérogation du rectorat et j'ai pu passer mon BTS que j'ai réussi. Et c'est comme ça que j'ai épousé ta mère. Voilà. Et je suis rentré donc dans le tourisme par ce biais-là. Ouais, donc c'est assez incroyable. Et en fait, dans les années, on va dire quoi, 1990, juste avant que je naisse, en réalité, tu as commencé déjà à avoir cette ambition entrepreneuriale de créer ton propre business, d'avoir tes agences de voyage, qui s'appelaient à l'époque Voyage Grand Bleu. Comment t'es venue déjà cette idée, cette envie de créer une agence? Tu aurais pu faire plein de métiers différents dans le tourisme. Bon, la finalité, tu as choisi de monter une agence. Pourquoi? Alors, d'abord, 84, je me marie. 86, ton frère naît. J'apprends le métier de tour opérateur. Je construis des voyages au départ de Bordeaux et de Toulouse sur Chypre et sur l'Égypte. C'était une grande première à l'époque. Donc, j'apprenais le métier pour fabriquer du voyage que je revendais en agence de voyage. Et pour mes 30 ans, le 20 août 1990, après avoir vu le film Le Grand Bleu de Luc Besson, j'ai décidé de lancer ma première agence, Voyage Grand Bleu, à Bordeaux, en l'occurrence à Codéran, la banlieue bordelaise, comme on dit Neuilly par rapport à Paris. Et la chance que j'ai eue, parce qu'il faut être honnête qu'il faut aussi avoir une belle étoile et une bonne étoile au-dessus de soi. Eh ben, écoute, 15 jours après, une porte se pousse dans mon agence et rentre Patrick Battiston, des Girondins de Bordeaux, dont j'étais fan, parce que j'étais fan de football. Et il m'a dit, écoutez, j'ai besoin de 2 billets d'avion et j'ai pas d'argent sur moi. Un joueur célèbre va venir jouer à Bordeaux. Vous allez émettre ce billet, vous ne parlez de personne à personne de ce qui se passe. Et s'il passe la visite médicale et que ça fonctionne, lundi matin, on l'annoncera dans le sud-ouest. J'ai besoin de votre parole, ni à vos enfants, ni à votre épouse. Ah ouais, donc c'était déjà en plus à l'époque, dans les confidences des Girondins de Bordeaux, tu avais déjà un réseau que tu avais pu développer, ou en tout cas que tu avais Pas par encore, opportunité, pas encore. voilà, pas encore réellement Voilà, concrétisé, mais ça exactement. s'est fait un petit peu Voilà, sur, le lundi sur le matin terrain, est quoi. annoncé donc l'arrivée de Zinedine Zidane à Bordeaux, qui est arrivé de Cannes. Il passe sa visite médicale, il est annoncé évidemment au club. Et je reçois un coup de fil le lundi après-midi de la présidence du club, qui était donc Alain Flelou,
Et je suis reçu par Patrick Battiston et Michel Benguigui qui me disent, ben, vous avez été loyal, vous nous avez permis de faire ce voyage dans la plus grande discrétion, en nous faisant confiance. Vous serez donc l'agence officielle des Girondins de Bordeaux. Et c'est comme ça que ma carrière a démarré, où j'ai été la première agence de voyage de France qui organisait les déplacements des joueurs, des VIP, des sponsors et aussi des spectateurs, quoi. Ah, donc ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, tu as développé depuis la création de cette agence-là, donc elle a grossi bien évidemment in fine au travers de ces années qui passent. Et Une donc du coup, agence, tu as, deux agences, trois voilà, agences, quatre agences. c'est ça Voilà. qui est intéressant, c'est que ça a pu développer à la finalité un réseau d'agences. Et je suppose que au fur et à mesure, tu t'es donc créé forcément des contacts dans le milieu, ton réseau commence à se développer. Et donc tu t'es aussi lancé, sans mauvais jeu de mots, des challenges, on va dire, des défis. Et donc je vais reprendre mon propos. Tu as lancé Challenge Tourisme. Qu'est-ce que ça pourquoi, d'où vient tout est venu cette idée en fait de créer cette association en fin de compte d'une certaine manière et pourquoi tu l'as fait? C'est quoi la valeur qu'il y avait derrière ce projet en fait? Bah, à l'époque, pour les agents de voyage, il n'y avait que des dinosaures du voyage. Ça veut dire Philippe de Monchy qui avait créé Selectour. Ouais, On avait Jean-Pierre Masque qui avait créé AFAT. ok. C'était des réseaux qui étaient très forts et très puissants vis-à-vis des tours opérateurs. Et nous, on était les jeunes chefs d'entreprise, mais on n'avait pas de MEDEF lié au tourisme. Donc on s'est dit avec Élise Danino, Sas Portas, ma meilleure amie de Monaco, Raoul Debest, Roch Guilabert, de se dire pourquoi on ne monte pas une association de jeunes chefs d'entreprise et on organise un événement chaque année pour pouvoir réunir les producteurs de voyages et leur dire voilà, on est là, on est jeunes, on a de quoi entreprendre, on veut écouter vos doléances et voir comment on peut avancer ensemble. Ouais, Et on est devenu la référence du métier. Moi, je n'ai pas souhaité monter un réseau, mais j'ai voulu pousser cela au maximum. Et chaque année, grâce à Boris Rebenberg, qui était à l'époque le grand assureur, il l'est toujours, avec la marque Exploration aujourd'hui, avec Présence Assistance, eh ben, il nous a aidé à sponsoriser cet événement. On a frété chaque année, pendant 10 ans, le Ponant, le bateau, ouais, 32 incroyable. cabines, un 3-mâts, et on faisait venir des producteurs de voyage et des jeunes chefs d'entreprise, et on échangeait ensemble pendant une semaine pour faire évoluer le métier. Et ça a été l'objet de ma réussite à ce niveau-là, et c'est comme ça que j'ai connu Julien Courbet, que j'avais connu à Bordeaux quand il était donc à l'époque dans la radio des Girondins de Bordeaux, 8FM. Il est venu comme monsieur loyal dans le tourisme, il a vu mon carnet d'adresse, et quand il est parti évidemment à Paris, il m'a dit écoute, le jour où tu as envie de bosser avec moi, viens faire de la télévision et ou de la radio, parce que j'ai besoin d'un spécialiste voyage qui a un bon carnet d'adresse pour résoudre des Alors, on va problèmes. y venir justement sur le sujet de la télévision. Avant de transiter justement dans cette dimension médiatique que tu m'évoques là, est-ce qu'il y a eu à un moment donné, parce que tu as quand même géré un réseau d'agences de voyage, ta crédibilité, elle commençait aussi à grandir très fortement, tes connaissances aussi dans le monde du tourisme, depuis ton BTS et puis ton expérience terrain, t'as amené beaucoup de choses. Tu as rejoint aussi un réseau d'agences qui était Jean Cartier Voyage Mhm. et Qui m'a avec, racheté, oui, tout à voilà, fait. exactement, avec Mumtaz Taker aujourd'hui, dont Avec tu les sais que agences tu as eu, médias à l'époque, voilà, ouais. exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que je suppose que là, tu rentres quand même d'une certaine manière, tu as monté, on va dire, cette espèce de réseau de Challenge Tourism, de réseau de start-upers du tourisme, hein, qu'on le veuille ou non. À l'époque, Ouais. c'était ça, même si ça n'existait pas, le monde des start-up. Donc, tu as dû apprendre beaucoup de choses, tu as dû relever aussi des défis. C'est quoi qui t'a marqué vraiment au travers de ces expériences-là? Est-ce qu'il y a des événements majeurs que tu as vécu? Tu en as parlé notamment avec les Girondins de Bordeaux, mais est-ce que tu as vécu des choses assez folles que tu peux nous raconter au travers de cette expérience-là avant de passer justement dans cette dimension médiatique? Je pense que dans un premier temps, quand on a la chance de connaître les joueurs de football et de vivre avec eux 1995, 1960, 1996, une année pleine de football, Ouais. où on part en Coupe Intertoto à l'époque avec Zidane, Dugarry, Bichette et les Arazo, et on arrive en finale contre le Bayern de Munich, Ouais. et que j'organise tous les tours de Coupe d'Europe, aussi bien les équipes que Bordeaux allait rencontrer à Bordeaux, et inversement, les supporters, les sponsors et les joueurs qui partaient jouer le match de Coupe d'Europe. Ça a été une année exceptionnelle pour moi, en termes de recettes, de notoriété, qui a fait que automatiquement, j'étais devenu quelqu'un d'un tout petit peu connu dans la profession, en B2B avec les professionnels. Donc ça a été la première marque de reconnaissance de la profession. C'est vrai que le fait de me rapprocher de Mumtaz Teker, qui avait racheté les agences médias, et après d'être racheté par le groupe Jean Cartier avec Philippe, ça a été quelque chose d'important pour moi. Et là, j'ai vu arriver Internet. Ouais, et en plus, tu as Et été élu top manager à ce oui, moment-là, en en plus. 96, j'ai été élu top manager, donc c'était
C'était la consécration professionnelle que mes pairs m'élisent meilleur jeune chef d'entreprise La du reconnaissance, tourisme, la c'est ça qui est reconnaissance. intéressant. Donc ça a été quand même assez magique pour moi. C'était vraiment des années d'exception. Et j'ai eu peur d'Internet, je le dis avec beaucoup d'humilité. On faisait venir dans nos universités chaque fois un Américain, un Canadien, un Belge, et qui nous parlait déjà de l'arrivée d'Internet dans leur pays respectifs. Ok. Et je voyais que nos acteurs du voyage ne réagissaient pas, ne pensaient pas que ça pouvait être un concurrent. Et moi, je me suis senti vraiment en panique. J'ai dit, bon, je crois que c'est le moment de tout vendre. Julien m'avait fait un appel du pied. Courbet, et j'ai dit bon ben voilà, je vais tout vendre, et j'ai vendu en 2004 toutes mes agences de voyage. J'en avais quatre à Bordeaux. Et je vous ai fait venir, vous, la petite famille bordelaise, à Paris pour me lancer en radio et en télévision aux côtés de Julien Courbet, et c'est là où j'ai lancé mon premier programme de voyage avec vous qui partez en voyage sur les télévisions régionales. Et justement, toi qui as pris le risque de partir de Bordeaux, alors déjà, c'était toute ta vie, entre guillemets. Tu as toujours vécu à 40 Bordeaux, tu as ans, ouais. vendu tes agences de voyage, ça représente un gros risque, à la fois un gros challenge. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Dans quelle situation? Est-ce que tu étais en confiance? Est-ce que tu as eu des moments de doute? Comment tu as vécu en fait cette transition entre, j'ai envie de dire, entre ton futur rôle dans les médias que tu pouvais pas forcément imaginer, parce que la dimension que tu as prise après, on va en parler, on va y revenir, c'est clairement développé avec Julien au travers des différents formats dans lesquels tu as participé avec lui. Mais très concrètement, qu'est-ce que tu as vécu en fait pendant cette période-là? Comment tu te sentais? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête de dire je vends mon réseau du jour au lendemain, mes 4-5 agences que j'ai commencé à développer, ça aurait pu continuer. Dans quelle posture tu étais? Je ne sentais pas l'avenir du tourisme tel que je le voyais moi, basé uniquement sur la relation humaine. J'avais peur que Internet biaise les données, donc j'étais Oui, pas à grosse l'aise. révolution aussi. Ouais, exactement. Et puis, tu avais 12 ans, ton Mm. frère en avait 17. J'ai dit, je vous prends à Paris, on prend le risque financier de venir à Paris. Je sais que je pouvais compter sur Julien Courbet qui allait m'aider, parce que je faisais sans aucun doute à l'époque une fois par semaine, donc ce qui était déjà quelque chose d'assez intéressant. Il y avait que 5 chaînes à l'époque, donc sans aucun doute, c'était l'émission phare à 22 heures le vendredi soir. Donc déjà, c'était pour moi une fierté de pouvoir faire quelque chose dont je rêvais quand j'étais gosse et quand j'étais au Club Med, de faire de la télévision. Et Julien Courbet m'a dit, écoute, ce que tu fais à la télévision une fois par semaine, je te propose de le faire à la radio tous les jours avec moi sur RTL pour gérer tous les conflits qu'il pouvait avoir entre les acteurs du tourisme et les clients. Ce qui était une superbe opportunité pour moi de vivre cela. Donc, Donc tu as pu c'était mêler voyage et médias, et en même temps, exactement. tes talents de négociateur, ou en tout cas de gestion des cas de crise que tu avais pu vivre toi aussi au travers de ton passé. Et justement, c'était quoi le levier de motivation à cette époque-là? C'est-à-dire que Julien Courbet avait détecté que dans le quotidien de ses émissions, dans le quotidien des gens, il y avait de réelles problématiques rencontrées dans le voyage, Oui. c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de litiges. C'était quoi concrètement le fil conducteur de ton intégration dans cette émission? Bah, je pense qu'il n'avait pas de spécialiste du voyage. Mhm. Comme j'ai eu la chance de participer à l'évolution du Code du tourisme en 2002 Oui. par le biais de Hugues Parent, qui était le Tu secrétaire avais une expertise légitime exactement pour pouvoir du apporter tourisme. du confort là-dessus Voilà. sur ces sujets, Et Christian dans les cas de Mantelli, résolution. qui était mon père spirituel, qui était le président d'Atout France, m'a dit Bernard, il faut que tu travailles avec nous pour faire évoluer le Code du tourisme en 2002. J'ai dit bon, bah, j'ai des compétences juridiques tout en n'étant pas juriste. J'ai fait évoluer la relation commerciale entre le client et les acteurs du tourisme. Et j'ai dit bah, pourquoi ne pas être leur ambassadeur et permettre à Julien Courbet, quand il y a un litige avec un tour opérateur, une compagnie aérienne, etc., d'être la personne idoine pour justement trouver la solution. On le dit toujours, vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. C'était la devise, et Julien m'a fait entièrement confiance, m'a donné vraiment, je dirais, la liberté de pouvoir gérer ça au mieux. Le tout, c'était de trouver des solutions concrètes. Et je peux vous dire que ce que j'ai vécu avec la profession, et c'est grâce à Julien Courbet, je pense qu'on a fait évoluer les services après-vente des acteurs du tourisme. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tu n'as jamais perdu le lien en fait avec le voyage dans tout ça. Au-delà de la résolution des cas, de litiges que tu pouvais rencontrer à l'antenne, il y a toujours une part de toi qui était toujours très liée au voyage, au tourisme de manière générale. Tu as conservé d'ailleurs l'ADN de ton entreprise, on en parlera encore tout à l'heure, qui était toujours de produire en fait aussi des émissions, tu les as animées autour du voyage. Pourquoi tu as toujours souhaité conserver cette partie-là
en fait, de ton activité, d'être toujours ce lien avec le voyage, pas que résumer ton activité dans la résolution des cas. Tu as animé tes propres formats, tu as produit tes formats de voyage. Est-ce que tu peux nous en parler pour qu'on comprenne un petit peu l'ADN de ces programmes qui étaient à l'époque déjà une révolution, en fait, quand on y réfléchit? Moi, je pensais que c'était intéressant d'avoir quelques people, avant qu'existe Rendez-vous en terre inconnue, etc., ou Échappée belle. J'avais créé une émission, Vous qui partez en voyage, où je prenais chaque mois une vedette connue et je l'emmenais comme ambassadeur pour lui faire découvrir des destinations, une expérience un peu particulière où j'allais revenir sur ses traces, s'il avait connu cela par le passé. Cyril Hanouna, par exemple, à Djerba, il n'avait jamais mis les pieds, ni à la synagogue de Djerba, ni sur cette destination alors qu'il est né en Tunisie. J'ai vécu des moments très forts avec Franck Leboeuf. On était sur le Club Med 2. Il n'avait jamais fait de croisière de sa vie. Ben, il était champion du monde 98. Ben, je l'ai fait C'est quoi le découvrir. fait marquant justement que tu as vécu au travers de ces centaines d'émissions que tu as produites du coup pour ces télévisions régionales? Est-ce s'il y a un souvenir, un élément marquant que tu aimerais partager, qu'on puisse se rendre compte aussi de l'importance que ça a pu avoir pour certains de tes invités? Ça serait quoi le moment émotion ou le fait marquant de ces émissions que tu J'ai as eu produites deux très beaux souvenirs. Ça ne veut pas dire que les autres ne. Mais j'ai eu vraiment deux très beaux souvenirs assez exceptionnels. Virginie Fira, je suis parti à Istanbul avec Ouais. elle, dans une ville que j'adore et qu'elle a adoré aussi, qu'elle ne connaissait pas. Et on a passé un long week-end de tournage exceptionnel. Ça, c'était un moment fort de ma jeune carrière, je dirais, de producteur et d'animateur. Et puis, j'ai fait une émission incroyable avec Sarah Lelouch à Eilat, où tu étais présent. Tu Je étais me très souviens jeune. très très bien. Exactement, tu étais très jeune. Et en fin de compte, on avait rencontré une femme exceptionnelle à Eilat qui permettait aux autistes de pouvoir passer des moments privilégiés avec les dauphins qui justement avaient ce lien privilégié avec ce petit handicap, entre guillemets. Et ça, c'est vrai que c'est des moments très forts que j'ai connus et qui m'a donné envie de partager la notion du voyage et d'être un ambassadeur du voyage à travers ces émissions. Et justement, donc tu étais un habitué des formats longs. C'était aussi à cette époque, la partie média, elle se testait sur différents formats. On a eu l'apparition des formats courts aussi rapidement qui sont apparus. Tu as notamment participé à des émissions comme 24 heures ou des Tours de France de mémoire. Est-ce que dans ces émissions-là, est-ce que ça, d'une certaine manière, ça a révolutionné la manière de faire de la télévision? Est-ce que est-ce que tu penses que justement, c'était pas un peu les prémices tu vois, de l'arrivée des réseaux où on est habitué à avoir du contenu très rapidement sur des formats très courts. Est-ce que tu penses que justement cette transition-là, elle a été intéressante, utile pour les gens ou pas? Est-ce que tu penses que les téléspectateurs se sont retrouvés dans ces formats-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, à titre personnel ou pour la profession, pour le tourisme? Bah, je pense que pour quelqu'un qui voyage et qui n'a pas beaucoup de temps et qui passe un week-end quelque part, Hmm, aujourd'hui, il a les réseaux sociaux pour s'intéresser bien sûr. à des travel planners, à des internautes qui peuvent lui donner quelques tuyaux. Bah, moi, c'est ce que je faisais sur le terrain. Et grâce à mes acquaintances, des réceptifs, des tour opérateurs, des compagnies aériennes, je permettais aux gens d'aller vite, même très vite, visiter une destination et d'avoir les meilleurs endroits. Aujourd'hui, on le fait en 30 secondes sur Internet. Avant, ça n'existait pas. Donc, c'était donc produit. Et je pense que c'était utile, mais je pense que tu as dit le mot juste. C'était les prémices de ce qui allait arriver en 100 fois plus rapide. Et toi qui as eu ce rôle dans ces différents programmes, qu'on le veuille ou non, et je pense que tu me vois venir, ce rôle un peu d'expert, de repère aussi pour le grand public, tu as toujours eu une crédibilité vis-à-vis de tes pairs en B2B, comme on dit, donc des équivalents agences de voyage, réseaux d'agences, etc., producteurs, distributeurs. Et dans cette posture-là, donc tu étais un repère une nouvelle fois, donc comme je te le disais, pour les consommateurs. Est-ce que justement, au travers de cette émission, qui était notamment ton émission phare avec Julien, sans aucun doute, tu avais un rôle important de médiateur? Est-ce que tu as justement un cas en tête, ou en tout cas, tu arrivais à percevoir le niveau d'importance que tu pouvais avoir pour certaines personnes dans leur quotidien? Est-ce que tu as eu des moments forts là-dessus, ou en tout cas, est-ce que tu as une perception, tu vois, aujourd'hui de l'impact que tu as au travers de ces émissions-là, ou que tu as pu avoir dans les émissions dans le passé? Je crois que je dois beaucoup à Julien Courbet, qui est un animateur hors pair, c'est ce qu'on appelle un chef d'orchestre, qui a toujours été entouré d'experts autour de lui. Moi, j'étais son expert dans le domaine du tourisme. Quand malheureusement il y a eu Sharm el-Sheikh avec l'avion qui s'est scratché de chez Fram, Julien m'a dit, écoute, il n'est pas question que tu quittes l'écran, tu es le négociateur, on va ouvrir tes chakras, on va ouvrir tes champs de compétences
comme tu négocies sur le voyage, tu vas pouvoir négocier sur autre chose. Bien sûr. Et il m'a mis dans la négociation pour trouver des solutions entre les différents partis qui étaient incriminés dans ces histoires. Et j'en ai retenu une qui nous a énormément touchés avec Julien. C'était un monsieur qui avait cotisé toute sa vie avec sa femme parce qu'il était forain. Et il avait donné de l'argent à un copain à lui qui était assureur dans un grand groupe. Et il avait économisé plus de 140 000 euros. Et quand il est arrivé pour sa retraite, pour récupérer cet argent-là, son copain avait disparu, il n'avait jamais cotisé, il n'avait jamais tenu comme il se doit Ouais. cette somme-là. Donc ça a été extrêmement dur, extrêmement difficile de voir ce monsieur en larmes sur le plateau avec sa femme. Il n'avait plus rien. Ils avaient cotisé toute leur vie avec cet argent de côté en faisant confiance à un assureur dit franchisé d'un grand groupe d'assurance. Bien sûr. Et grâce aux négociations, à notre approche, à l'influence de Julien Courbet, on est arrivé à faire céder au grand assureur de pouvoir rembourser cette somme en question à ce monsieur-là. Il a reçu cette somme et il a tellement été formidable qu'il a acheté une voiture au Resto du Cœur parce que lui, pendant toute cette période-là, il allait manger au Resto du Cœur, il n'avait même pas de quoi manger. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué Super fort. et j'ai compris l'importance de l'émission de Julien Courbet et sa force, sa compétence, parce que je pense qu'on est presque une émission de service public aujourd'hui, tellement les gens sont en détresse et que Julien sait leur parler, sait parler aux personnes qui agissent pas toujours très bien et il nous amène ça sur un plateau pour qu'on puisse négocier dans les meilleures conditions. Ouais, c'est hyper intéressant parce que tu partages aussi au travers de ces émissions cet accompagnement que tu peux avoir pour les consommateurs. Et d'une certaine manière, vous arrivez intelligemment à valoriser les entreprises aussi, qui jouent le jeu, d'avoir un service client de qualité, notamment dans le voyage, où on sait que ça avait pu être un sujet, l'accompagnement, le suivi des dossiers. Et est-ce que d'une certaine manière, le fait que tu aies monté cette école de tourisme qui s'appelle Viaticus, pour pouvoir fournir une force complémentaire, on va dire, pour les acteurs du voyage, est-ce qu'il y a un lien direct en fait entre ce que tu as pu constater chez certains de tes partenaires ou homologues de l'époque, justement dans ce besoin que tu as pu détecter, et donc de créer cette école pour répondre à un besoin un peu croissant, de fournir toujours une force de frappe en fait pour ces boîtes-là dans le voyage qui avaient besoin d'avoir de plus en plus de jeunes motivés, passionnés par le secteur, voilà, pour essayer de créer, tu vois ce que je veux dire, un renforcement des équipes. Est-ce que c'est venu de là en fait, la genèse de la création de cette entité-là, de cette école? Non, c'est vraiment le pur hasard. Je suis en croisière, en vacances avec ta maman, et je reçois un coup de fil au mois d'août d'une personne, il y a de cela 7 ans, et qui me dit, Monsieur Sabat, je sais que je vous dérange, mais c'est la seule période où je sais que vous êtes peut-être un petit peu plus calme. Et je dis, ben non, je suis en vacances. Elle me dit, ben voilà, je rêverais pour mes élèves de tourisme que vous puissiez faire une intervention, parce qu'on a besoin de gens comme vous pour donner envie à cette jeunesse de rentrer dans le tourisme. Et je suis directrice d'une école de tourisme, et ça serait bien que vous puissiez venir. Alors, Mais enfin, c'est assez incroyable parce qu'en vérité, toi qui étais plutôt d'une génération qui n'était pas celle de ces jeunes que tu ouais. vois aujourd'hui ou que tu as vu intégrer dans l'école aujourd'hui, est-ce que tu penses que toi qui n'as pas connu forcément les réseaux sociaux, mais tu y es, tu surfes, comme on dit, et donc tu es dans cette transition du numérique, à l'ère du numérique aujourd'hui, à l'ère du digital et même de l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses que justement ça a d'une certaine manière révolutionné la manière de voir l'éducation, de la manière dans l'apprentissage aussi de ces jeunes? Est-ce que tu penses que ça chamboule en fait complètement à la fois les métiers, à la fois la manière d'apprendre, la manière de transmettre du savoir? Comment tu vois les choses, toi qui as en plus été quand même le président directeur général de cette école qui était et du tourisme et du digital, donc forcément tu étais en plein dedans. C'est quoi ta perception justement de ce Alors, sujet-là? elle est venue, entre guillemets, une fois de plus par hasard. J'interviens dans cette école, je découvre des gamins qui ont des yeux qui pétillent, ce qui m'a vraiment touché. Et j'ai fait la promesse à cette dame-là à l'époque de venir une fois tous les mois faire une conférence sur différents thèmes pour les sensibiliser à ce métier parce qu'ils se tournaient vers le dernier kilomètre, Amazon, la logistique, l'informatique, les réseaux sociaux, mais pas du tout le tourisme. Et je suis interpellé par Yariv Abissera, qui est mon ami, avec qui je joue au tennis, qui me dit, Bernard, je sais que je vais te surprendre, mais moi aussi je viens du monde du tourisme. Depuis quelques années, j'ai lancé la montagne sur Internet, la vente de la montagne sur Internet.
Incroyable. J'ai dit, écoute, oui, ben, et alors? Il me dit, écoute, voilà, je suis marocain d'origine, je suis français, j'ai jamais été au ski, mais j'ai trouvé cette méthodologie pour pouvoir commercialiser très vite de la montagne auprès des jeunes à travers des associations de jeunes dans les écoles de commerce et autres. Je dis, ok, il me dit, j'ai un souci par contre, c'est que j'ai un problème avec les emplois du temps des élèves. La profession n'a pas, l'éducation nationale n'a pas adapté ça comme il se doit. Est-ce que tu peux m'aider à rencontrer la directrice où tu enseignes ponctuellement? Je lui dis OK. On a fait cette rencontre. Elle a fait une demande au rectorat et on a adapté l'emploi du temps de la saison de ski à l'emploi du temps du rectorat des élèves pour les bachelors à le raisonnement inverse de toutes les écoles en réalité. Exactement. Incroyable. Tout de suite Ça a avec le besoin matché. des entreprises. Ça a marché. Et 2 ans après, la directrice que j'avais rencontrée me dit désolé, mais j'arrête. Je ne m'entends pas avec les patrons investisseurs. Ça ne m'intéresse plus, j'arrête. Moi, j'étais embêté parce que je m'étais engagé vis-à-vis de Yariv par rapport à cela. Et je vais voir Yariv. Je lui dis écoute, Yariv, voilà le problème que l'on a, etc. Il m'a dit mais écoute, avec le relationnel que tu as, les amis que tu as, fais un tour de table. Moi, je t'aiderai toujours. Je te prendrai 2-3 classes, mais monte une école. Et c'est comme ça que le 7 octobre 2019, on a monté cette école du tourisme digital. Je dois beaucoup à Yariv Abissera et je dois beaucoup à Henri Rouche, notre avocat, mon ami, qui est venu dans la boucle alors qu'il n'avait aucun intérêt à y venir, de venir sur ce projet-là. On a monté cette école-là. On l'a tenu 6 ans à bras-le-corps avec Yariv. Ça a été une jolie réussite et on l'a vendu il y a tout juste un mois. Donc je considère que j'ai fait le job de transmettre parce que je pense que c'est ce qui est important aujourd'hui dans la vie, c'est de pouvoir transmettre à cette jeunesse pour leur donner envie de choisir le tourisme comme métier. Alors justement, la transmission auprès de cette jeunesse, ça passe aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, par le tourisme éco-responsable. On en parle de plus en plus, les jeunes sont de plus en plus tôt sensibilisés à ces sujets, tu vois, de voyage, en tout cas, de plus possible respectueux de l'environnement. Selon toi, quelle place va prendre justement cette thématique de voyage dans le quotidien des futurs voyageurs de cette génération et des générations qui viendront, quoi? Alors, je pense qu'on ne va pas faire le procès de l'avion, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On parle de décarbonation et on dit que l'avion pose un vrai problème de fond. C'est bien gentil, mais pas aujourd'hui. Pour voyager, c'est compliqué de prendre un train pour traverser jusqu'à l'Asie, voire jusqu'à l'océan Indien. Donc, il faut accepter les choses. Par contre, c'est vrai que tout le monde doit prendre des engagements. Les croisiéristes ont décidé en 2050 de ne plus utiliser le système de fonctionnement habituel des bateaux. Donc, les avions vont utiliser des moyens de consommation différentes pour que justement cette décarbonation ait un impact. Donc on avance, tout le monde est sensibilisé, les hôteliers le font de plus en plus dans leur façon de communiquer, dans leur façon d'approcher le client pour mettre en place des voyages authentiques et le moins polluants possible. Et je pense que le projet des acteurs du tourisme, c'est d'impliquer davantage la population locale pour justement permettre en fait compte qu'on arrive à trouver un bon consensus. On n'arrêtera pas l'avion, on n'arrêtera pas le voyage, mais on diminuera les coûts de consommation pour l'effet de serre et on permettra en fait compte d'avoir une meilleure répartition des richesses. Ok, et donc toi justement, dans cette optique et dans cette manière de voir le voyage de manière générale, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'exemple des bateaux qui consomment beaucoup. En l'occurrence, aujourd'hui, on parle beaucoup, tu vois, de l'arrivée de l'hydrogène, ou en tout cas les Oui, futurs bateaux qui vont c'est sortir. le cas d'MSC aujourd'hui Voilà, qui MSC utilisent. Croisière Ouais. a un plan de développement qui est très ambitieux sur le sujet. Donc ça veut dire quand même que même les compagnies aujourd'hui se rendent compte de l'impact que peuvent avoir ou la pollution, ou en tout cas cette politique de plus verte, que ça va avoir un impact très fort sur les ventes. C'est que les gens vont être plus sensibles, visiblement, à des voyages plus responsables. Donc ça veut dire que dès aujourd'hui, là, tout le monde est concerné, en fait. Tout le monde est concerné et je pense que vous êtes les nouveaux bâtisseurs. Ça veut dire les gens de votre génération sont en train de faire modifier le comportement d'achat, l'évolution de ces programmes-là. Pour ne parler que de Fairmove avec Jean-Pierre Nadir, qui est un fervent défenseur justement de ce type de voyage écolo-responsable ou éco-responsable pour être plus respectueux. Je pense qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Je vois bien que chez NG Travel, avec les Kappa Club, ben, on a déjà joué la carte de montrer ce que l'on peut faire de mieux lorsqu'on va dans un pays pour ne pas saturer la clientèle. Le surtourisme est un enjeu qui pose un vrai problème. On l'a vu aux Canaries, on l'a vu à Venise, on voit les taxes qui sont imposées. Donc, on sait que tout ça est en train de se mettre en place. Oui, il faut contingenter tout cela. Mais on ne peut pas supprimer le tourisme pour autant, parce que pour certains pays, ça représente entre 10 et 12% du PIB. Donc les enjeux sont très importants.
Aujourd'hui, on parlait beaucoup des jeunes et donc de cette école que tu as construite. D'une certaine manière, quel conseil tu donnerais à un jeune qui souhaite conjuguer à la fois, sa passion pour le voyage, d'une certaine manière et ses engagements, qu'ils soient à la fois, personnels, tu l'as compris avec cette notion d'éco-responsable et en même temps aussi professionnels? Parce qu'on sait que c'est un sujet, c'est jamais simple, de tout concilier. C'est quoi toi, le conseil que tu donnerais à ces jeunes, sur leur perception du voyage, en fait, d'une certaine manière, comment ils doivent l'appréhender dans le futur, quoi. Moi, je pense que dans tous les cas, il faut intégrer des groupes importants et d'apporter justement ce jeunisme dont on a besoin, cette créativité. Vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux, vous parliez de votre communication. Je pense que pour faire passer des messages forts aujourd'hui, il faut communiquer vite et bien. Et je pense que vous avez cette force, vous avez cette compétence. Et si aujourd'hui on discute ensemble, c'est que tu es en train de donner un nouveau sens à mon entreprise. Et je pense que c'est important de vous écouter davantage, de vous observer et de vous laisser apporter la plus-value du progrès à travers notre métier qui était plutôt un métier artisanal. Oui, il y a souvent cette notion, et tu viens de l'évoquer, de réseaux sociaux, de digital, c'est très bien. Il y a une grosse part aujourd'hui des jeunes qui veulent entreprendre aussi leur propre projet. Ils n'ont pas tous cette vision de vouloir forcément travailler dans un grand groupe. Alors, ils commenceront peut-être leurs premières années, mais rapidement, ils ont envie de développer leur propre projet. Cette vision entrepreneuriale dans le monde du voyage, c'est quoi ta perception justement là-dessus? Est-ce que tu penses que les jeunes peuvent amener quelque chose de différent? Et de quelle manière? C'est-à-dire qu'au-delà du digital, c'est très bien, mais est-ce que tu sens que dans cette génération, il y a une envie un peu de sortir un peu des sentiers battus, de rentrer dans le moule, d'aller travailler dans une entreprise? On voit quand même beaucoup cette démarche entrepreneuriale prendre de plus en plus de place chez les jeunes. Oui, parce qu'ils sont très créatifs. L'exemple, c'est Blablacar. On pensait jamais, en fin de compte, qu'on pourrait partager sa voiture, la mettre à disposition et de gagner de l'argent avec cela. On pensait jamais que dans la démarche intellectuelle, aujourd'hui, on allait pouvoir développer tout le voyage de l'handicap, qui est un phénomène très important. On a malheureusement en France beaucoup de gens qui ont un handicap, et je pense que ce qu'on appelle qui ont un problème de mobilité. Et je pense qu'on se doit de faire voyager un maximum de gens et de personnes dans les meilleures conditions. Et je pense qu'il y a la place pour la créativité. Et je pense que vous, les jeunes, vous avez une vision du monde très intéressante, percutante. Il faut parfois vous canaliser parce que vous voulez faire tout très vite et parfois trop bien. Et c'est pas aussi simple que ça. Donc, servez-vous de notre expertise, mais laissez vivre cette créativité. Je l'ai vu à travers l'école sur des projets. On avait un très beau festival qu'on voulait lancer qui s'appelait le Festival de Demain. Et c'était le symbole, c'était demain. Hmm. C'était tout simplement un enfant qui prenait la main de ses parents pour leur dire voilà comment aujourd'hui on va voyager, comment on va utiliser les toilettes sèches, comment on va mieux consommer et surtout moins consommer pour protéger la planète. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est de protéger cette planète pour vous et pour vos enfants et vos petits-enfants et pour nous d'essayer de vous donner le moyen avec les nouvelles technologies de l'approcher différemment et quelque part de nous aiguiller ou de nous remettre en question. Depuis plus de 20 ans maintenant, tu as monté une agence qui s'appelait CBS. C'est quoi Consulting la Bernard vision? Sabat, ouais. Consulting Bernard Sabat, donc ça a tout son Mhm. sens. Alors on ne parle pas de CBS, la grosse société de production audiovisuelle, même Non, si on aimerait être à cette hauteur. C'est quoi ta vision pour l'avenir de CBS? eh ben, je vais te renvoyer la question. Tu m'as rejoint depuis quelques mois. Tu as fait un audit de ma structure. Donc, je vais te dire pourquoi tu m'as rejoint. Parce qu'elle elle est là, en fait, quand la question qu'on se pose. C'est se dire au moment clé, j'ai la chance d'avoir réussi tout ce que je souhaitais. Est-ce que j'ai envie de perdurer? Est-ce que j'ai envie de transmettre? Et qu'est-ce que je peux apporter à ce monde du tourisme? Et je pense qu'objectivement, tu es en train, au fur et à mesure des semaines, de m'apporter des opportunités, des solutions, même si je continue à arbitrer. Je pense que la transmission, elle est là. Donc, je te renvoie la question. Toi, comment tu vois l'avenir de ma société qu'on a transformée de CBS à CBS Partner avec cette marque qui est marquée là, No Risk Travel, que tu as créée de toutes pièces avec ton frère Norman et sur lequel tu crois beaucoup. Et j'aimerais avoir ta vision justement sur les 5 prochaines années. Alors ouais, c'est une aventure assez incroyable parce qu'en l'occurrence, il y a un an, on a fait le pari avec Norman, mon frère, de créer un projet ensemble, de fonder en fin de compte et donner une autre dimension à ton agence. D'abord avec une dimension de marketing et digital très forte, puisque
dans ton expertise historique, tu avais déjà développé à la fois ta posture de consultant, en tout cas de travailler dans le cadre de tes émissions avec Julien Courbet. Tu as toujours eu cette posture de travailler avec lui à ses côtés, de continuer à participer à ses émissions, de résoudre des litiges au quotidien, d'accompagner les consommateurs en fait dans leurs problématiques du quotidien. Ça, tu l'as toujours fait et tu continueras toujours de le faire jusqu'à que Julien soit bien évidemment toujours à la télévision. Et puis tu avais aussi, et on a continué de développer ensemble, développer cette deuxième verticale qui avait pour vocation d'être un facilitateur des organisations de tournage à l'étranger pour le compte de boîtes de production. Oui, le Donc, d'une certaine go-between, comme on l'a fait avec Lionel Exactement. Labo, Thierry Lachkar, Bouchra, Damien Profit pour Mike Horn pour les émissions à l'état sauvage. Exactement, tu as travaillé chef. pour des grands noms comme Media One, Fremantle, Endemol, Shine France. Donc voilà, ce sont des acteurs aujourd'hui. Morgan Studio Prod. 89. Ouais. Voilà, donc il y a beaucoup de marques aujourd'hui que tu accompagnes et que tu as accompagné dans le passé qui t'ont fait confiance à juste titre parce que tu avais aujourd'hui développé un réseau assez incroyable dans le monde du travel qui a fait que tu as pu être un gros facilitateur des tournages, notamment à l'étranger et en France. Donc c'est vrai que ça t'a pu être un point d'appui très fort. Et partant de ce postulat de ces deux verticales que tu avais déjà très fortement développé, avec ma petite ambition de te dire que demain on pourrait aller encore plus loin ensemble en développant un volet à la fois marketing et digital. Qui lui aujourd'hui nous permet d'accompagner des institutions très fortes comme la PST Garantie financière de la Poste du tourisme, exactement, ouais. et les entreprises du voyage qui regroupent aujourd'hui Le un réseau DV. d'agences de plus de 3000 agences. Donc c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'elles abordent des problématiques au quotidien que tu abordes aussi dans tes émissions. Donc il y a in fine tu vois, un rapport direct avec... Oui, une synergie. Et ça, c'est clair que c'était au moins, on va dire, l'une de nos verticales à enjeu. Et puis, surtout aujourd'hui, on s'est lancé une ambition très forte, puisque comme tu peux le voir sur ce néon et le nom de cette chaîne YouTube, aujourd'hui, on a envie de faire transiter cette image que tu as aujourd'hui d'expert, de garant de notoriété aussi pour des partenaires, mais aussi un point de repère pour les consommateurs. On a fondé cette marque No Risk Travel qui a pour ambition de permettre à la fois aux acteurs du tourisme, mais à la fois aux consommateurs de se repérer plus facilement. Et ça, pour le coup, on l'espère, on a un projet qui est très ambitieux d'être demain un vrai booster pour les différents partenaires, quels qu'ils soient. Mais on doit remercier aussi RTL là-dessus parce que le fait de me faire confiance tous les samedis avec Vincent Parisot à 18h50 pour les 6 minutes de découverte d'une destination avec les bons plans, les coups de cœur, les opportunités, les conseils, ça va tout à fait dans ce sens aujourd'hui de No Risk Travel parce que je le vois dans les commentaires que font les gens sur Insta, sur Facebook ou sur Twitter. Ils te disent à chaque fois est-ce que c'est bien ce que vous avez choisi là? Est-ce que j'ai choisi cette marque-là? J'ai choisi ce circuit? Est-ce que c'est quelque chose sans risque? Et je pense que le No Risk Travel a du sens pour assurer les gens. Je pense que les gens ont besoin aujourd'hui de réassurance. Et c'est vrai que l'opportunité que nous donne RTL et va nous donner M6 à travers le programme de voyage qu'on a en approche avec eux pour la rentrée de 2026, je pense qu'on va donner une ampleur à cette démarche de dire on est capable de tester pour vous des produits, de vivre des expériences immersives à travers une narration ou à travers un vécu. Et je pense que ça, c'est une grande chance avec le groupe. C'est vrai que ce pôle promotion travel, en fin de compte, qui est incarné au travers de No Risk Travel, qu'on le veut d'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, tu as créé un format et un rendez-vous chronique tous les samedis où les gens découvrent une destination. En fin de compte, les consommateurs découvrent une destination qui est accompagnée à la fois d'une vraie ligne éditoriale dans laquelle on va à la rencontre vraiment de lieux historiques, de coins vraiment inédits, et en même temps, tu partages des bons plans, donc tu partages aussi des astuces et des tips, ça c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, tu as une posture de garant aussi et d'expert sur ces sujets. À la télévision, on va venir retrouver des formats similaires et tous ces partenaires-là, c'est-à-dire que à la fois les professionnels du secteur que tu recommandes et sur lesquels tu te portes garant, parce que c'est aussi important de faire refléter les gens du métier qui sont sérieux, qui jouent le jeu et qui sont aussi présents lorsqu'il y a des conflits ou des problématiques. Alors on sait qu'aujourd'hui, tu les accompagnes intelligemment et tu permets aux consommateurs surtout d'être un point de repère. Et cette plateforme No Risk Travel, c'est ça en fin de compte. Elle va venir faire converger à la fois les produits que tu présentes aujourd'hui en radio et potentiellement demain, on l'a dit, en télévision le week-end sur M6. On va pouvoir les retrouver sur No Risk Travel pour être en fin de compte tout simplement un repère, un radar à opportunité, mais en même temps de rediriger les consommateurs vers les meilleures opportunités du moment en étant tout simplement garant de ces produits-là.
Alors, dans le cadre de cette plateforme, quel est le plus gros défi? En fait, compte maintenant, qu'on a avancé, ça veut dire qu'on a déposé cette marque, elle existe et qu'on est en train d'être en période de «test» entre guillemets. Quel est le plus gros défi, que nous allons affronter avec les équipes, aujourd'hui? Alors très clairement, c'est vrai qu'avec la création de la marque No Risk Travel, aujourd'hui on développe une plateforme dédiée à la fois pour les partenaires en B2B, mais Mmh. aussi pour les consommateurs. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on a deux enjeux très forts pour 2025-2026. C'est déjà dans un premier temps de catégoriser l'ensemble des produits des partenaires qu'on a valorisés au travers de nos formats et qu'on va valoriser en 2026 au travers des formats de télé et de radio pour que les consommateurs puissent trouver de plus en plus de produits qui correspondent à leurs besoins. L'avantage de cette plateforme aussi, c'est qu'ils pourront faire des demandes sur mesure. Si jamais demain, ils ont des besoins spécifiques, on pourra les rediriger vers le bon partenaire qui correspond à leurs besoins, à leurs demandes. Donc ça, pour le coup, c'est aussi très intéressant de faire matcher les deux. Et en même temps, pour les équipes, on va avoir un enjeu aussi de développer, on l'a dit, aujourd'hui on est sur une chaîne YouTube, on reçoit des patrons tous les mois, toutes les semaines en vérité, au travers de ces interviews. Et donc l'objectif, c'est aussi de faire connaître ces marques auprès des consommateurs. Alors je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on ne travaille pas, seuls tous les 2. On a une équipe, staffée pour des compétences diverses et variées. Ça, c'est important de savoir qu'on a une direction marketing, qu'on a une direction éditoriale pour préparer toutes ces émissions-là. Donc ça veut dire que dans l'organisation que tu as mis en place, on peut dire que c'est un aboutissement, c'est un nouveau défi, c'est les 2. C'est les 2 et en réalité, quand on est bien accompagné, ça nous permet aussi d'aller plus vite ensemble. C'est vrai aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné, par une équipe très solide qui nous accompagne sur tous ces sujets de développement. C'est vrai que l'ambition est très forte forcément, parce qu'aujourd'hui, tu mets ton image au service d'un projet, qui est tout aussi ambitieux et donc forcément, on va venir demain, convertir intelligemment cette image que tu as à la télévision pour la mettre au profit, une nouvelle fois, des consommateurs et des partenaires en B2B, mais dans un autre créneau. Et c'est là où ça devient très intéressant. Puisque à l'époque, ou toujours aujourd'hui, tu l'utilises dans le cadre des émissions de Julien, et demain, on va se focuser, comme on dit, on va se concentrer essentiellement sur le voyage. Donc là, on rentre dans une autre dimension, dans une autre sphère. Ça veut dire père et fils, c'est une évidence, au travail? Au début, on se pose toujours des questions. On se dit: «Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Est-ce qu'on va pas se déchirer à la fin de la journée? Est-ce qu'on aura encore envie de se voir le week-end?» Bon, la réponse est oui, franchement, on a toujours envie de se voir le week-end et là, ça se passe super bien. Maintenant, ce qui est bien, c'est que c'est un projet familial et je pense que ça véhicule des valeurs qui sont hyper fortes, qui est de se dire que le lien qui existe entre nous, à la fois avec Norman, mon frère, toi et moi, et notre mère aussi, d'une certaine manière, qui joue un rôle dans nos vies respectives, on a créé ce projet ensemble. C'est un projet qui est familial et on espère que ces valeurs, on les retrouvera aussi avec nos partenaires. Parce qu'en fait, aujourd'hui, cette notion de confiance, d'honnêteté, de transparence, d'engagement, d'envie, de motivation, c'est aussi des choses qu'on retrouve dans les valeurs familiales qu'on a au quotidien avec son propre frère, son propre père. Et donc forcément, on a plaisir à travailler avec nos partenaires comme s'ils faisaient partie de notre famille. Cette notion de synergie, elle est importante vis-à-vis de nos partenaires et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence, c'est qu'ils m'ont fait confiance pendant 30 ans et j'espère qu'ils vont nous faire confiance pour les 30 prochaines années, même On peut se si le souhaiter, hein, ça c'est oui. clair. Et en tout cas, on est là pour ça et on est là aussi pour travailler ensemble en synergie, mais surtout au service du consommateur, faut jamais l'oublier. Merci à toi et à Norman pour, cette, nouvelle marque. Je suis sûr qu'on va voyager loin, et pas qu'avec la voiture. Voilà, et puis on va voyager surtout sans risque. Voilà, et ça c'est le plus important. Merci Nel. Merci à toi.